Miinté, premier épisode d'avril. Premier épisode d'avril Miinté. Et enfin, je vais vous parler littérature. Vous savez, Miinté, j'ai beaucoup parlé de mon père en mars et en février. Parce que, je l'ai dit dans l'épisode lundi, le 19 mars dernier, ça faisait 5 ans qu'il était mort. Et parce que le combat pour sa mémoire, le combat euh, pour son histoire, pour l'histoire tout court, euh, n'est pas terminé. Il n'a même véritablement jamais commencé. C'est maintenant, Mianté, que ce combat-là commence véritablement. Je l'ai dit dans un live sur Facebook, dont j'ai mis les extraits sur YouTube, que euh, ce qu'on avait essayé de faire, c'était de tuer le game. On avait essayé de faire en sorte que les imposteurs, que l'imposture soit permanente, qu'il n'y ait pas de comme ça de bataille, ou que la bataille soit une fausse bataille entre deux personnes qui se sont déjà véritablement qui sont déjà véritablement entendues sur l'essentiel et qui ne se battent là qui ne se battent là que pour avoir le soutien du pouvoir politique, non seulement au Cameroun mais ailleurs, parce que Foto Victor a été un homme de réseau. Comme le sont, Mianté, tous les industriels dans le monde. Tous les industriels dans le monde sont des hommes de réseau. Donc, véritablement, j'ai passé une grosse partie des débuts de ce podcast pour parler de cette histoire-là, parce qu'elle est essentielle, Mianté. Mais ceux qui me lisent savent que je suis à la base. Même avant d'être une avocate, je suis d'abord une femme de lettres. Je suis d'abord une femme de lettres, je suis un écrivain. L'écriture a toujours été ma passion première, avant toute chose. Je l'ai expliqué dans l'épisode sur l'écriture, écrire hurle-t-elle, que j'ai commencé à écrire avant véritablement de savoir lire. J'ai commencé à écrire parce que dans le milieu où j'étais, le fait d'être différente, le fait d'avoir ce handicap-là qui permettait tellement de choses déjà, depuis le départ. Mon handicap a permis tellement de choses. Non seulement des murmures, non seulement des moqueries contre mon père et contre moi, mais il a permis tellement de tentatives de délégitimation, tellement de choses. C'était très, très, très violent. Et la petite fille que j'étais avait besoin de quelque chose pour exorciser ça et pour ne pas juste comme ça encaisser. Je crois, je crois, mais c'est une croyance, je ne sais pas de preuve, je crois que c'est un don que j'ai. Je pense que euh, c'est quelque chose avec lequel je suis né. Je n'arrive pas à l'expliquer autrement. Je n'ai pas d'autre explication parce que ça m'est venu comme cela. J'ai commencé à écrire, je sais pas, je crois que j'avais 6 ans et que la première chose que j'ai écrite, c'est une histoire euh, où je raconte euh, un épisode à l'hôpital avec ma génitrice à Paris. Quand on découvre que euh, quand on découvre que ma jambe est dure, que j'ai cette maladie qui s'appelle amyloidose à 1 mois, euh, parce que mon père a de l'argent, euh, on m'emmène en France, à Paris. Et donc je fais les premières opérations, les premiers hôpitaux très 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 jeunes. Et je pense qu'à 6 ans, j'avais besoin d'exorciser là. J'avais besoin d'exorciser ça parce que ça avait été très 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 violent et que, comme dans beaucoup de familles, non seulement africaines, mais on ne parle pas de ces choses-là. On n'explique pas. Moi, je me souviens, Mianté, que je me retrouvais dans des hôpitaux et j'étais comme ça larguée. Ma génitrice me larguait là. Mon père n'était jamais là. Il venait peut-être me voir peut-être 2 fois, très rapidement. C'était très... Photo Victor a toujours eu peur des hôpitaux. C'était pas un endroit dans lequel il était confortable. Même le son lui faisait peur. Je dis, mon père, c'était un faux dur, hein. Euh, on ne peut pas le croire, mais c'était un faux dur. Quand je dis faux dur, je ne veux pas dire qu'il était un peu heureux, mais je veux dire que il n'aimait pas la confrontation. Il n'aimait pas les batailles. Euh, C'était pas quelqu'un qui aimait le conflit. Mais parce que justement, il n'aimait pas le conflit, quand on
lui forçait la main, il devenait très, très, très violent. Donc, mon père n'aimait pas les hôpitaux. Il n'aimait pas les hôpitaux. Donc, je m'en suis retrouvée miintée longtemps, très souvent dans des hôpitaux, sans explication, euh, sans comprendre véritablement, parce que j'étais une enfant, ce qui se passait. J'étais dans ce monde-là français, très parisien parfois. J'ai fait Bullion, j'ai fait l'hôpital pour enfants de Necker à Paris. J'ai fait tous ces hôpitaux-là, très 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 jeune, un mois, et jusqu'à 6 ans. Voilà, jusqu'à 6 ans. Il faut dire qu'en 89, avant que je ne parte pour les États-Unis pour la première fois, euh, il y a eu aussi ce moment-là d'hospitalisation sauvage. Je dirais hospitalisation sauvage parce que on partait comme ça, on ne me disait pas qu'on allait m'hospitaliser, et je me retrouve là dans un hôpital, je ne sais même pas pourquoi je suis là, je suis juste là comme ça, et je ne comprends pas ce qui se passe. Je l'ai dit aussi longtemps, on disait que j'étais malade, en parlant de ma jambe, voilà. J'avais un handicap et on disait elle est malade. Comme si éventuellement il y aurait eu une guérison et que tout allait se régler. Mais j'étais l'enfant malade, quoi. J'étais l'enfant malade. Donc, parce que on ne parlait pas, il n'y avait pas d'explication. Je savais juste que ça faisait beaucoup de mal à ma génitrice, qui pleurait. Surtout les médecins pleuraient. Elle parlait de la jambe de sa fille. Il fallait qu'on règle ça. C'était un poids insupportable pour elle. C'était un poids insupportable pour elle. Et moi, je me retrouvais enfant avec ce truc-là que je ne savais pas gérer et qui menaçait de m'écraser. Et c'est comme ça que l'écriture est apparue. L'écriture est apparue comme une sorte de bouclier et d'arme. Une sorte de bouclier et d'arme contre tout ce qu'on me jetait à la figure. Et contre cette chose qui était là, qui dominait mon enfance, qui dominait mon existence d'enfant à l'époque, le handicap. Et il y a d'abord eu l'écriture, et ensuite il y a eu la lecture. Parce que pour apprendre véritablement à écrire, mienté, quand on sent qu'on peut, il faut commencer à beaucoup lire. Il faut commencer à beaucoup lire. Donc moi, très très tôt, j'ai dit 6 ans, je commence à écrire et je commence à lire beaucoup. Un des premiers livres que j'ai lu, c'était La petite Fadette de Georges Sand. Oui. Ça et La case de l'oncle Tom, hein. Donc oui, la petite Fadette. Et c'était bizarre parce que c'était euh, le premier enfant de ma génitrice qu'il avait acheté. Mais comme pour lui c'était un livre de fille, voilà, il avait acheté parce que sur la couverture il y avait une très 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 belle femme. Comme étant un garçon, évidemment, il achète le livre, mais il se rend compte que c'est un livre dans lequel on parle véritablement de choses qui ne l'intéressent pas. Et puis, c'est pas quelqu'un qui aimait véritablement lire. Donc, pour lire ce livre-là, voilà, je lui ai piqué sans qu'il ne s'en rende compte. Donc, La Petite Fadette. J'ai adoré La Petite Fadette. Et même maintenant, quand je le relis, c'est un livre qui est bien écrit, mais qui montre bien les partis pris de Georges Sand. Mais je n'ai... Georges Sand, oui, je sais, vous savez, Georges Sand, il y a... euh, comment dire, je rigole quand je pense à Georges Sand parce que je pense à ce que dit Baudelaire de Georges Sand, où il dit qu'elle est bête. Et lui, on veut de ne pas croire au diable, parce que Georges Sand a écrit un très très bon livre qui s'appelle La mare au diable. Et elle dit que les croyants ne doivent pas croire au diable. Donc c'était un des différends qu'elle avait avec Baudelaire, qui trouvait qu'elle était bête en même temps. Baudelaire, c'était un gros misogyne, donc voilà. Non, il pouvait dire qu'il aimait les femmes, mais Baudelaire aimait l'amour, comme beaucoup des poètes de cette époque. Voilà, c'est pas vraiment la femme qui l'intéresse, c'est aimer qui l'intéresse. Donc véritablement ça. Donc oui, donc moi je commence Miniaté comme ça, avec la littérature, avec ces livres-là, avec l'écriture. Miniaté, longtemps, c'était cela mon parti pris. J'écrivais. J'ai commencé surtout à écrire de la poésie. C'était la chose que je fais le mieux, c'est d'écrire de la poésie. Ah oui, c'est d'écrire de la poésie. Poète avant toute chose. Baudelaire, c'était véritablement je crois qu'on revenait de Paris à l'époque, et à l'aéroport, il y avait Les Fleurs du Mal. J'avais 12 ans. Et je me souviens à l'époque, ma génitrice dit, mais c'est un livre de terminal, tu vas pas le comprendre. Et moi, je me souviens, quand on me dit ça, les défis, je résiste pas. Ça, c'est mon côté fautso, hein. Quand on dit, tu peux pas le faire, je vais le faire. Donc voilà. Donc j'achète ce livre-là qui devient mon livre de chevet. Il est toujours Les Fleurs du Mal. Et c'est comme ça que je commence Miinté. Oui. Et je me souviens, en troisième, à cette époque-là, il y avait mon professeur de français. Je dois, je crois que c'était Madame Manga. Elle m'excusera. Je ne sais pas si elle est encore en vie. Ça, c'est
une des choses, hem, c'est une des choses pour lesquelles je m'en veux le plus. Je n'ai jamais revu mes professeurs de français du lycée de Biémassy. J'en ai eu 2 qui m'ont véritablement marqué et qui expliquent aussi pourquoi je suis devenue écrivaine, en fait, Mienté. Qui explique pourquoi j'ai cru, que j'avais ce don-là. 2 de mes professeurs. Je crois que je vais dire 3 parce que je pense qu'il y avait le professeur de quatrième, de troisième et de seconde. Oui, c'est 3 dames, hein, 3 dames. Et mesdames, si vous êtes encore vivantes, je m'excuse auprès de vous, hem, parce que vous avez véritablement, marqué non seulement mon enfance, mon adolescence, mais vous êtes responsable de l'écrivaine que je suis aujourd'hui. Dans Mienté en 3e, je sais que ça c'était en troisième. C'était en troisième, je sais plus. Non, ça c'était en seconde, avant que je ne quitte le Cameroun, c'était en seconde, oui. Hem, Madame Manga, je pense que c'était Madame Manga, je suis pas sûre. Je sais pas si c'était ma prof, de troisième ou de seconde qui s'appelait Madame Manga. Mais anyway, elle nous faisait lire ce texte de Sartre. Sartre expliquait pourquoi lui était un écrivain engagé. Donc, elle lisait des extraits, elle était comme ça, et puis j'étais très très bonne en français. Je crois que dès quatrième, dès cinquième même, je réalise que je suis très très bonne. Parce qu'on commence à lire mes textes quand on fait des dissertations, des rédactions d'abord, et puis des dissertations. Donc on lit mes textes, je sais que je suis très très bonne, et je sais que c'est facile pour moi, et je lis beaucoup, donc j'ai un avantage chez ça, parce que je lis beaucoup. Et déjà à l'époque, j'avais comme ça je recueillais des citations dans des cahiers, il n'y avait pas encore les ordinateurs. Donc c'était l'époque, Miendé. Donc voilà. Donc Madame Manga, je pense que c'est Madame Manga, je ne suis pas certaine. Qu'elle m'excuse, c'était mon prof de seconde espagnol au lycée de Biémassy. Elle lisait voilà, les extraits de Sartre sur la littérature engagée, dans lequel Sartre expliquait pourquoi lui était un écrivain engagé. Et Miendé, je n'ai jamais adhéré à cela. Parce que je pensais que euh, c'est quoi la littérature engagée? Quand on écrit, surtout quand on se pense écrivain et non écrivain. Quand on écrit véritablement pour écrire. Voilà. On n'écrit pas pour une cause, on écrit parce qu'on a quelque chose à dire, on écrit, voilà, c'est une création, c'est pas juste un véhicule pour faire quelque chose. Quand on fait ça, on est un écrivain pour parler comme Roland Barthes. Voilà. On est un écrivain. Moi, je suis pas une écrivante. Je suis une écrivaine. J'écris. Donc voilà. Donc moi, je n'ai jamais véritablement adhéré à ce que Sartre disait sur la littérature engagée. Moi, je n'y croyais pas du tout. Je me disais, bon, peut-être en même temps, je n'ai pas les mêmes partis pris que Sartre. Donc voilà. Il m'a fallu mienter, arriver à Albert Camus. Je n'ai pas lu Albert Camus, ici de Massy. Est-ce que j'ai véritablement étudié Albert Camus? Non. Je crois que je n'ai pas fait. Quand je suis allée aux États-Unis, je pense que lorsqu'on lisait, est-ce qu'on lisait, je n'ai jamais lu l'étranger, même à l'université. Même à l'université, j'ai pas lu l'étranger. Hum, je pense et puis aux États-Unis, Albert Camus était considéré comme l'égal de Sartre. On disait que c'était un existentialiste, alors que Albert Camus, dont son livre L'homme révolté, dans son livre révolté, montre bien qu'il n'est pas un existentialiste. Donc voilà, aux États-Unis, Albert Camus était considéré comme un existentialiste. Je pense que je commence à le découvrir à ce moment-là, mais c'est plutôt mes lectures personnelles, quoi. Voilà. Et donc, il y a ce texte d'Albert Camus, donc Combat, dans lequel il explique que non, lui ne croit pas en la littérature engagée, il croit plutôt que l'écrivain est embarqué. Voilà. Comme lui, il a été au monde de la au monde de la Seconde Guerre mondiale et au monde de la guerre d'Algérie. Donc, il y a des moments miantés comme cela où on se retrouve dans une situation où on n'a pas d'autre choix que d'écrire sur ce qu'on vit, parce que c'est comme ça la littérature. Ça, mianté, pour vous expliquer, je ne suis pas une écrivaine engagée, je suis une écrivaine embarquée. Je suis embarquée dans cette guerre de succession, dans cette guerre pour la mémoire de mon père, et je ne peux véritablement qu'écrire sur ce sujet-là. Vous savez, j'ai un ami que je salue, Pierre Gervois, à New York, qui me disait, oui, mais il faut vivre autre chose, il faut écrire, oui, et par rapport à ça, c'est pas important, vous êtes en train de perdre votre temps avec tout cela. Et j'écoutais cela et je me disais, mais comment c'est possible? Durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des écrivains français
qui faisait le choix de penser que cela était normal, que l'occupation allemande était normale, et qui continuait à la vivre comme cela. Ou même les gens, s'ils étaient des résistants, euh, ils n'en parlaient pas. Et puis à ceux, Anouilh, Camus, Sartre, même Sartre à sa manière, on parlait. Et ce Camus dit cette chose, c'est qu'on est embarqué. Voilà. On parle de la guerre, on parle de ce qu'on vit, on parle de l'occupation allemande, on parle du nazisme, on parle du fascisme, on parlera plus tard de la guerre en Espagne, d'autres de ces choses-là, parce qu'on est embarqué. On est dans une des révoltes comme ça où il faut défendre l'intelligence. Il y a des choses à défendre. Mienté. Donc moi, Mienté, euh, je suis une écrivaine embarquée parce qu'on a mis un mur devant moi. Je le dis et je pense que beaucoup de gens ne veulent pas m'entendre parce qu'ils sont gênés par le narratif, par ma narration. Voilà. Ils se disent, c'est une histoire de famille, on ne comprend pas, c'est assez contre notre valeur, est-ce que on va sur les réseaux pour raconter ceci ou cela? Ceux qui disent ça ne m'ont jamais lu. Et ceux qui disent ça ne connaissent pas l'histoire. Et ceux qui disent ça prennent la voie facile. Ils ne peuvent pas me contredire, donc il faut bien qu'ils trouvent quelque chose qui fait qu'ils ne peuvent pas, qu'ils n'ont pas à écouter ce que je dis et qui n'ont même pas à me respecter, qui n'ont même pas à me prendre au sérieux. Et on fait comme ça, pouf, voilà, comme tous voilà, ces misogynes-là, ces sexistes-là qui vous parlent de tout, qui font de vous le sujet en disant frustré, haine, etc., etc. Je n'adresse même pas ça parce que même si ce qu'ils disent est vrai, ça ne change rien au fait, ça ne change rien que moi j'admets mes partis pris. Je dis qu'il y a un combat et je le mène avec les armes que j'ai, qui est mon écriture et ma plume et ma voix. Voilà, en faisant ce podcast, je suis embarqué. Ce que je dis, je le disais. On a mis devant moi un mur afin que je ne puisse rien faire, afin que je me soumette, afin que je ne fasse pas ce que je suis en train de faire et que je ne m'obstine pas, mienté, à raconter cette histoire. Mais j'ai décidé de m'obstiner à raconter cette histoire. Et la littérature ici, l'écriture a une place de choix. Mienté, avant que mon père ne meure, après avoir échoué, j'ai tout tenté. J'ai tout tenté, j'ai beaucoup parlé, en privé. Je n'étais pas sur les réseaux à l'époque. J'ai fait des articles qui ont été publiés au Cameroun et ailleurs. Voilà, j'ai tout fait. J'ai parlé avec les journalistes, j'ai tout fait. J'ai essayé de convaincre les autres Futsu. C'est pas une famille. Voilà, qu'il fallait absolument, en écrivant, en me servant toujours de ma plume, pour faire en sorte que on évite ce que je savais allait être irréparable. Mienté. C'est-à-dire que la fin tragique de Photo Victor, qu'elle allait tout faire que tout explose et que ce ne soit plus réparable. Boum. Voilà, j'ai tout fait. Et donc, quand j'échoue, Mienté, je fais une chose. La seule chose que je sais véritablement faire, la seule chose que je sais faire que je contrôle totalement, c'est-à-dire j'écris un livre, défiguré. Et je suis attaqué. Le livre est ignoré. J'ai parlé de ce journaliste-là, Jean-Bruno Taillin pour ne pas le nommer, qui déjà ne considère même pas le livre. Il ne l'a pas lu. Mais la démarche lui pose un problème parce qu'on lui dit, les gens qui croient, les gens qui ont le jet, les gens qui ont le pouvoir, lui disent, ah non mais c'est une guerre de famille, elle est en train d'être... Voilà, donc on m'infantilise, on rabaisse mon art, on rabaisse mon écriture. Et là, je me dis, mienté, j'ai cette exclamation qui est très très banjoune. Je me dis, hop, voilà, je me dis, hop, et mienté, je me dis aussi, en m'obstinant à publier le livre, je dis aussi une chose que ceux qui parlent camerounais vont comprendre, je dis aussi, me bille. Et donc le livre sort, et malheureusement pour moi, il y est pris dans ça. Et j'aurais pu mieux le faire, mais l'urgence, il y avait urgence, j'étais embarqué. C'est ça qu'est, c'est ça que veut dire être un écrivain embarqué. Il y a ces choses-là qui se passent dans votre vie, vous êtes embarqué. Vous êtes obligé d'écrire là-dessus parce que ça vous secoue, ça vous remue. Vous ne pouvez pas juste dire, ah non, c'est trop africain, ça met les gens mal à l'aise, donc je vais vous raconter autre chose, mienté. Donc défigurer, c'est véritablement ce livre-là. Non, je ne parle pas directement de ce qui se passe, mais je raconte les choses avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup de retenue. Je critique mon père, mais sévèrement, sévèrement. Je parle euh, du fait qu'il aime construire des églises. Je parle du fait que il a trop euh,
Il a pardonné des choses qu'on n'aurait pas dû pardonner, qu'il n'aurait pas dû pardonner au Concro de Macaque. Je dis cela. Je parle de porno. Je parle de cela, oui. Je parle de Bandoun. Je dis il faut brûler Bandoun pour attirer l'attention de l'opinion publique sur ce qui se passe. Non seulement à Bandoun, mais au Cameroun et dans beaucoup de pays africains. Je parle de cela, je parle. Je ne suis pas entendu. Mon père meurt en mars 2020, mais je sors le livre Mianté en novembre 19, en novembre 2000, en novembre 2019, le jour de Thanksgiving, donc un jeudi Mianté. Voilà, le livre, est-ce qu'il marche? Pas mal de gens l'ont lu, il y a eu beaucoup de problèmes d'édition. On a fait une édition spéciale avec Bandoun Station que vous pouvez trouver si vous êtes à Bandoun Station Mianté. Puis Mianté parce que je suis une écrivaine embarquée. Je me dis, surtout que j'ai beaucoup écrit, j'ai fait beaucoup d'articles sur afrique.com, dans Le Jour, dans Le Messager, dans Mutation des journaux camerounais. Donc j'ai fait beaucoup d'articles, voilà, j'ai fait beaucoup d'articles sur ce qui se passe avec mon père. Donc en 2023, Mianté, je reviens à ce livre, voilà, L'intime dénouement de l'irréparable, qui a été d'abord que j'ai commencé à écrire durant mon amputation. Vous savez, j'ai été amputée en mars 2000, non, en avril 2013. En avril 2013, c'était un moment violent pour moi parce que je le vivais seul. Voilà, ma génitrice n'a pas et ses enfants n'étaient pas là. Mon père m'avait prévenu qu'il n'était pas là et puis vu ce qu'il vivait, c'était impossible et puis surtout là, il essayait de me protéger parce qu'à ce moment-là, je l'ai dit que et le cancre de macaque était partout, donc il a décidé de me mettre de côté pour véritablement me permettre de de faire mon amputation sans avoir à me mêler de leur guerre. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, j'écris Mianté durant ce moment-là, l'intime dénouement de l'irréparable. Mais ça s'appelle pas comme ça. Je raconte cette histoire-là. Ça me prend un temps fou. Ça me prend un temps fou. Voilà. Et donc, après le décès de mon père et tout ce qui se passe, je suis bloqué par des choses que je vais prendre le temps pour vous expliquer. Voilà. Qui ont tout à voir, non seulement avec, je l'indique, avec le cancre de macaque. J'ai eu des contacts après le décès de mon père, son évacuation, qui en est de fait une libération avec le cancre de macaque. Bienté. J'ai eu des contacts avec lui. Et on avait un accord qu'il a violé. Et donc après, c'est là où je sens que c'est violent, parce qu'il essaye en fait de me dégommer. Qu'est-ce que je fais? Je reprends ce livre, qui ne s'appelait pas à l'époque L'intime dénouement de l'irréparable, mais qui s'appelle maintenant comme ça, et je le retravaille en 2023. Voilà, c'est ce moment-là où, avec le cancre de macaque, il me poignarde dans le dos, et je n'ai pas d'autre choix que je me mets à retravailler ce livre-là, qui est un livre de fiction, mais qui, si vous le lisez, il est très compliqué, il est très très noir. Le titre déjà vous dit beaucoup de choses. L'intime dénouement de l'irréparable. L'intime dénouement de l'irréparable. Je parle d'inceste, je parle de handicap. C'est une fiction. Mais si vous le lisez, vous réalisez à quel point la vie peut être cruelle et que même lorsqu'il y a le pardon, il y a des choses qui sont irréparables. Il y a des choses qui sont irréparables. C'est pas le pardon, Miendé, qui est l'essentiel. C'est la réparation. Voilà, c'est la réparation. Et un de mes partis pris dans tout ce que je dis, dans toute ma... voilà, le choix que je fais avec l'écriture, c'est de dire, je veux vivre sans consolation, comme Albert Camus, et de dire que l'écriture, pour moi, c'est une manière de confronter les choses et de refuser de les mettre en dessous. Même si les choses se passent en profondeur comme ça, à la fin, comme aurait pu le dire Émile Zola, paf, la vérité surgit. Et dans l'intime dénouement de l'irréparable, c'est de cela qu'il est question, de secrets de famille qui sont tellement violents, qui sont tellement sales, qui sont tellement explosifs, qui ne peuvent pas, même si euh, les victimes meurent, même si elles finissent par être tues, qu'on finit par arriver à les réduire au silence, la vérité finit toujours par jaillir et elle a des répercussions. L'intime dénouement de l'irréparable est un livre dans lequel je ne parle pas directement du Cameroun. Non, si on lit le livre, on comprend bien qu'il s'agit d'un pays africain. On lit le livre, on sent bien que je me suis inspiré d'un fait divers camerounais. Si on lit le livre, il y a des choses comme ça qu'on voit, dont je parle directement. Mais il est question de cette question, il est question
d'un acte qui est irréparable, d'un acte qui est irréparable, mais dont le dénouement sera intime, dont le dénouement sera intime. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de vengeance. Non, il y a une vengeance qui tourne mal, mais qui se retourne toujours vers ceux qui essayent, comme ça, de la diriger vers des mauvaises personnes. Donc si vous lisez l'intime dénouement de l'irréparable, c'est un titre qui est issu d'un poème de... Pas Paul Éluard. Paul Éluard, c'était le premier livre, on prend des choses, mais qui est issu d'un poème de René Char, qui est issu d'un poème de René Char. Et lorsque vous lisez le livre, vous comprenez véritablement que je suis une écrivaine embarquée. Ça, c'est un livre que quelqu'un qu'il faut avoir vécu ce que j'ai vécu pour écrire. Vous comprenez comme ça le background. Voilà, vous comprenez que le livre ne peut être que secours, que le livre euh, ne peut que vous faire comprendre. Pourquoi je dis que il n'y a pas, que même lorsqu'on pardonne, ça ne répare pas. Et qu'il n'est pas possible, Mianté, de juste passer l'éponge comme cela, et de faire comme si rien ne s'était passé. Au Cameroun, dans beaucoup de sociétés traditionnelles, pas seulement au Cameroun, en Afrique, mais partout, on continue de faire comme si Dieu, voilà, dit tout ce que Dieu fait est bon. Le pardon, il faut pardonner, je te pardonne, etc., etc. Sans comprendre que les mots ne mentent pas. La chair peut mentir, mais lorsqu'elle a été martyrisée comme ça, lorsqu'elle a été explosée, ça laisse des traces. Et ces traces-là, ces empreintes-là, pour faire allusion à l'empreinte de choses, pour que c'est mon premier roman, sont éternelles. On vit avec ça. On vit avec ça. On vit avec ce mal-là qu'on fait. On peut, comme ça, essayer de s'en sortir avec de la jouissance, comme le fait le concours de macaque, mais on porte cela comme ça. C'est pour ça que Mianté, que l'écriture, que l'éducation est importante, que la culture est importante. Ça nous permet de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Là encore, je vais reciter Albert Camus, qu'Albert Camus disait « Tout est permis, mais le fait que tout est permis ne veut pas dire que rien n'est interdit. Tout est permis, mais le fait que tout est permis ne veut pas dire que rien n'est interdit. » Lorsqu'on a une éducation, lorsque on sait que le verre est dans le cœur humain, que les hommes sont imparfaits, mais que ce qu'ils font véritablement, qu'ils commettent l'irréparable, c'est l'ignorance. Et on sait quelles sont les lignes rouges. On le sait, on le sait. Et je pense que là, de ce côté, il y a une universalité. Il y a des différences, évidemment, mais on est tous humains. Moi, encore une fois, pour citer Jean-François Bayard, je crois en la banalité des sociétés africaines, je crois en la banalité de l'exotique. Et je crois que oui, oui, les traditions, ça s'invente. Et donc, on a cette chose-là en commun, qui est l'humain. Et on sait très bien ce qui abîme l'humain. On le sait, ou on le sent. Même si on ne peut pas toujours l'expliquer, on le sent. Durant la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'on avait de l'éducation, lorsqu'on avait de ne pas juste... il était difficile de suivre le nazisme et le fascisme. Non, il y a des gens qui avaient de l'éducation, qui avaient de la culture, qui avaient euh, des talents admirables, qui avaient, il y a des gens qui avaient un passé admirable, qui ont suivi Hitler, Mussolini, les autres. Oui, ils se sont trompés. Mais ceux qui, comme Camus, savaient qu'il y avait des choses qu'on ne faisait pas, faisaient le bon choix. Non, il n'y avait pas toujours le courage de Camus. C'était pas toujours des résistants. Mitterrand. Mitterrand vient la résistance tard, avec les amitiés qu'on lui connaît. Mais Nianté, on finit toujours par se retrouver face à sa conscience,
face à son passé, et si on a des valeurs, on est forcé de faire le bon choix, quoi qu'il nous en coûte. Tout cela pour vous dire, Mianté, que dans ce moment, je refuse d'écouter les voix de ceux qui me disent «Oh mais c'est banal, ton père est mort, c'était un bayam salam et tout cela», et qui me forcent, alors qu'ils n'ont pas mon éducation, alors qu'ils n'ont pas mon parcours, alors qu'ils n'ont pas mon vécu, à accepter leur vision des choses qui est ignorante, elle n'est même pas informée. Et moi je dis non. Je vais continuer de parler de Futso Victor, d'écrire sur le sujet, et autant que possible de montrer que la vie africaine, les histoires africaines peuvent faire de grands livres. De grands livres. Donc ceux qui viennent là avec ça, la famille, on ne parle pas de ça, oui, mais la haine, ceci, non, non. Ils n'ont jamais lu un de mes livres. Et ils ne m'écoutent pas véritablement. Ils ne peuvent pas faire une critique sur le fond. Ils ne peuvent pas véritablement dialoguer. Donc il faut toujours attaquer et revenir avec ce truc-là qu'on fait toujours lorsqu'il est question d'Afrique, on aime juste parler de tradition et de tous ces préjugés-là qui fait que on regresse et qu'on n'avance pas. Moi, je dis Mianté, oui, pas une écrivaine engagée, mais une écrivaine embarquée. Et le parti pris de ce podcast, je l'ai dit, c'est de dire que les vies africaines comptent. Nos histoires, les histoires des Africains comptent. Je refuse de dire non, il faut oublier, il faut faire autre chose. Non, 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 non. Pour moi, c'est important. Et ce que je pense compte. Je dis mon histoire. L'histoire de Futso Victor, l'histoire de sa fille en situation de handicap compte, Mianté. Et je vais m'obstiner aussi que longtemps que possible à raconter en faisant des livres, des fictions parfois, oui, l'intime dénouement de l'irréparable. Ce livre aussi, il ne pouvait être écrit que par la mère de Futso Victor, Cristal Nadia Futso. Oui, c'est un roman, mais il y a comme ça l'odeur de Bonjoun et le Futso Mapchune. Pour Mianté, oui, 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 que cela gêne des personnes. Que des gens s'obstinent à dire c'est la famille, on n'en parle pas. Mianté, crier. Mais à la fin, je vais m'obstiner et je fais ce pari qui est peut-être fou, qui est peut-être stupide, mais qui est sans doute osé, que avec ma plume, avec ma voix, avec ma ténacité, avec ma résilience, et avec ce je ne sais quoi qui me vient sans doute de mes ancêtres, on va finir par m'entendre. Et qu'à la fin, oui, vous allez comprendre pourquoi Futso Matters, pourquoi tout ceci a du sens et pourquoi la littérature miintée, l'écriture, peut être une arme de combat et peut renverser des montagnes. Voilà. Mianté, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode sur l'écrivaine que je suis, qui vous explique pourquoi Christelle Nadia Futso est une écrivaine embarquée, regardable et pas. Merci de me suivre, Mianté. Merci de m'écrire. Si vous avez des choses à me dire, les sorciers, les sorciers, les sorciers, les sorciers, si vous avez des informations, et puis si vous voulez juste me dire ce que vous pensez de ce podcast ou d'autres choses, vous pouvez m'écrire contact@futso.org. Et voilà, n'oubliez pas, Mianté, de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est important. On reste ensemble, Mianté. Et oui, 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 oui. Lisez les livres, si vous pouvez. Ils sont disponibles sur Amazon. Et c'est à Banjoun Station. À lundi.